Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KHG Code. Alors aujourd'hui on va reprendre notre projet sur la sortie d'une application qui tourne sur un cloud américain pour le migrer vers un cloud souverain européen, notamment la sortie de mon application de AWS vers Scaleway. Donc si vous avez loupé la première partie de ce projet-là, parce que c'est un projet dans lequel je suis, n'hésitez pas à la regarder ici, où je vous explique en fait pourquoi j'ai décidé de lancer ce projet-là, qu'est-ce qu'un cloud souverain et pourquoi c'est intéressant de pouvoir s'intéresser à d'autres cloud providers qui sont européens, plutôt toujours rester sur les grands méga scalers américains. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler architecture. Donc ce que je vais faire simplement, c'est vous présenter l'architecture de l'application qui tourne sur AWS que j'ai envie de migrer sur Scaleway. Le but, ça, c'est de pouvoir identifier toutes les briques de mon logiciel, pouvoir identifier les dépendances, pouvoir voir, par exemple, pouvoir identifier potentiellement les points focus, notamment les services qui sont vendor lock, donc des services dont j'aurais besoin potentiellement de réécrire, qui n'existent peut-être pas chez Scaleway. Voilà. Donc, c'est vraiment la première partie. Donc, j'aurai un rôle vraiment d'architecte et un rôle, en fait, oui, de vraiment architecte cloud où j'ai un projet qui est existant et j'ai envie qu'on me donne le cahier des charges de le sortir vers Scaleway. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir identifier l'architecture côté AWS, voir toutes les briques et les dépendances, et ensuite, dans un second temps, passer à l'implémentation chez l'autre. Donc, c'est vraiment une vidéo très importante et ensuite, ça va vous permettre aussi de voir comment est-ce qu'à peu près, quel type de service moi j'utilise, par exemple, quand je monte mes logiciels sur AWS, pourquoi tel service et tout, je pourrais vous expliquer ça. Donc aujourd'hui, vraiment, on va parler beaucoup des services d'AWS. Et après ça, je pense qu'on parlera forcément plus d'AWS parce qu'après, ça va être plus de Scaleway qu'on parlera. Donc c'est vraiment une vidéo très importante qui va vraiment conditionner la suite. Donc c'est vraiment important. Si vous ne regardez pas cette vidéo-là, les autres vidéos, ça vont paraître un peu sans queue ni tête, on va dire. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc, on lance le générique et on se retrouve pour que je vous présente cette fameuse architecture-là. Donc c'est parti, je vais commencer donc par vous présenter l'architecture de l'application qui tourne aujourd'hui sur AWS, que je veux sortir d'AWS pour la faire tourner dans Scaleway. Donc on va commencer déjà par la partie network. Donc la partie network, c'est ce cadre encadré au rouge là. Donc c'est la partie, ce qu'on appelle un VPC. Donc en gros, c'est toute la stack réseau, c'est toute la stack réseau. Et là-dedans, j'ai deux réseaux. J'ai un réseau public et j'ai un réseau privé. Voilà. Dans mon réseau privé, on va commencer par le réseau privé, ce qui est en vert. J'ai mon cluster Kubernetes qui tourne dans ce réseau privé-là. Donc là, je n'ai pas représenté des nœuds, mais dites-vous que Kubernetes Cluster, c'est vraiment mes nœuds, avec aussi le control plane. Donc c'est tout Kubernetes. Et là-dedans, j'ai le front-end de l'application qui tourne, j'ai le back-end de l'application qui tourne, et j'ai du cache Redis. Tout ça, ça tourne sur le réseau privé. Ensuite, là, j'ai une base de données que j'appelais database, là, le database, là, qui est une base de données qui tourne sur service RDS. Et elle aussi, elle est dans le réseau privé, donc c'est dans la partie vert. Et sur mon cluster Kubernetes, pour cette application, j'ai monté un NAS, donc ce qu'on appelle un EFS. Chez Amazon, les NAS, c'est le service Elastic File Storage, qui permet de monter en fait des volumes sur plusieurs nœuds. Donc cette NAS là, il est monté sur tous les nœuds de mon cluster. Donc ça permet à mon application de pouvoir sauvegarder certaines données, de les lire et d'écrire. Voilà. Donc le NAS, c'est à utiliser avec parcimonie. Donc si vous avez besoin que vous avez plusieurs nœuds et que vous avez que besoin, il puisse avoir une écriture concurrence. Sur Amazon, vous n'avez pas le choix, vous pouvez utiliser un EFS. Maintenant, c'est aussi possible de monter ça sur des buckets S3. Mais à l'époque, ça n'existait pas l'option. Donc on l'a mis sur un NAS. Parce que le NAS, ça peut, si vous faites trop d'écriture, lecture-écriture, ça peut coûter assez cher. Mais pour le use case de ce projet-là, ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est la seconde partie. Donc on a fini la partie privée. Ensuite, il y a une partie donc publique dans lequel il y a principalement mon load balancer parce que mon application, elle est dans un cluster
elle est dans un réseau privé. Or, les utilisateurs de cette application-là, eux, ils sont à l'extérieur du cluster. Ils accèdent à l'application via une URL web. Bon, l'URL, elle est bien une URL web en fait, voilà, avec leur credential. Et pour pouvoir faire dialoguer mon monde public à mon monde privé, et aussi pouvoir faire de la répartition du ça, de pouvoir appliquer des rules, de pouvoir filtrer, j'ai mon load balancer qui est là. Donc j'ai un load balancer qui est là, qui lui fait donc le pont entre l'extérieur et l'intérieur. Et sur mon load balancer est mappé dans la zone DNS. Donc le DNS en fait c'est ça qui permet de faire la résolution. Donc c'est vu que derrière mon ALB il a une IP publique, mais cette IP publique là on peut pas la retenir comme ça. Le DNS permet en fait de faire la correspondance quand vous tapez www.google.com. C'est le DNS en fait qui va dire que www.google.com ça correspond à telle adresse IP. Donc sur Amazon, il a un service qui permet de gérer aussi les DNS qu'ils appellent Route 53. Donc sur ce projet-là, j'ai utilisé Route 53 et j'ai mappé dans l'URL de mon application vers le load balancer là. Donc quand avec bien sûr, il y a des règles qui sont appliquées. Donc quand l'URL de mon application est appelée, elle arrive là sur le load balancer. Donc ça c'est bon pour cette partie-là. Et ensuite, si je continue sur l'application, on a une Lambda. Donc Lambda, c'est un service que Amazon met à disposition qui permet aux développeurs de se concentrer sur du code sans avoir besoin de gérer l'infra. Donc c'est vraiment très pratique quand vous voulez coder une application rapidement sans avoir besoin de vous soucier de configurer le réseau, créer un serveur, configurer le serveur, installer les paquets, etc. Donc Lambda, c'est vraiment un service pour les développeurs qui est très pratique, très utile. C'est vraiment l'un de mes services favoris que j'adore sur AWS. Donc ça sera intéressant de voir comment est-ce que j'arrive à transformer ce processus-là qui tourne dans une Lambda en sortant d'AWS. Parce que ça, c'est vraiment un service typiquement d'Amazon. Je ne sais même pas si Scaleway propose une alternative, donc on verra. Donc, je disais, j'ai mon backend qui appelle donc l'API Gateway. Et cette API Gateway, ensuite, elle va trigger la Lambda. Donc, elle va trigger la Lambda qui va faire certains traitements. Ensuite, renvoyer une signet URL. Donc, en gros, cette Lambda-là, elle va permettre de processer pour pouvoir générer des documents. En gros, ça permet de générer des documents très spécifiques à partir des inputs quand on voit le backend. Et ensuite, le document est stocké dans un bucket S3 et la Lambda, elle va renvoyer la signet URL au backend qui peut ensuite l'exposer au front-end. Voilà. Et j'ai aussi, bon, j'ai déjà expliqué ça, le NAS, j'ai expliqué le RDS. Et là, j'utilise aussi le service AWS DataSync. Donc c'est un service, c'est comme ça que moi je gère en fait la sauvegarde de mes données. Vu une bonne partie des données hors base de données, parce que la base de données, ah oui, je peux aussi rajouter qu'il y a des snapshots qui sont faits sur la base de données. Voilà, des snapshots à peu près tous les 3 heures qui sont sur les bases de données. Par contre, au niveau du stockage de l'EFS, l'EFS on a mis en place un datasync qui permet en fait de synchroniser. Ça récupère tout ce qu'il y a dans l'EFS et ça le stocke sur un bucket S3. Donc pourquoi ça a été mis en place? Parce que déjà l'EFS, vous ne pouvez pas lire les données d'un EFS depuis la console Amazon. Voilà. Or les utilisateurs ils ont besoin de pouvoir des fois aller lire ces données-là. La deuxième chose, ça me sert aussi de backup. Donc là, moi, j'ai configuré des rules datasync qui permettent tous les soirs ou toutes les... je crois que c'est 3 fois ou 4 fois par jour aussi. Tous les 3 heures ou tous les 4 heures permettent en fait de synchroniser tout ce qu'il y a dans l'EFS et l'envoyer dans un bucket. Et comme ça me permet d'assurer que j'ai une backup. Et c'est dans une autre région. Parce que là, principalement, on est en Irlande, mais ce bucket-là, il est à Paris. Donc si un jour il y a un problème sur toute la région Irlande, tous les data centers d'Irlande, au pire, j'aurai quand même mes données qui sont dans ce bucket-là. Voilà. Donc c'est ce qui sert à lui, c'est ce qui sert. Et je pense qu'on a tout. Donc l'application web, l'application que je vais vous montrer là, c'est une application web en fait avec du cache et de la base de données. Donc c'est vraiment un projet classique. C'est un peu l'une des spécialités de mon entreprise, faire des applications web. Donc si je reviens donc, on va revenir donc pour faire un chemin complet. Donc les utilisateurs vont accéder à l'application en tapant le nom de domaine de l'application. Ce DNS là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite transférer la requête vers le load balancer là. Et ce load balancer, il va avoir des routes qui va permettre de rediriger vers le bon front-end. Maintenant, le front-end, lui, peut discuter avec le back-end,
s'il y a des traitements à faire, stocker les données dans un cache Redis et ensuite écrire sur la base de données. Et là, il y a des synchronisations. Et s'il y a des documents, le backend peut appeler un service externe, donc une lambda qui se charge de faire un traitement spécifique sur des documents, sur des données pour générer des docs, parce que ça permet en fait de la génération de documents. Et ensuite, les documents sont stockés sur un bucket S3 et la lambda renvoie une signet URL pour pouvoir les afficher sur le front-end. Donc, c'est ça qu'on va essayer de migrer, de sortir d'AWS. Vous voyez quand même que mon application, quand même, il y a quand même pas mal de services spécifiques à AWS qui sont utilisés. Pas mal de services sont spécifiques à Amazon. Donc, ça va être que réellement intéressant. Et c'est ça aussi le challenge. Parce que, effectivement, ce n'est pas forcément ça. Donc, si on va se spécifique sur ce qui est ça, Route 53, c'est vraiment spécifique à Amazon, mais il y a des équivalents. Donc, on va dire que je vais mettre quoi? Je vais mettre une sorte d'indicateur pour dire s'il y a des équivalents. Donc, attendez, je vais prendre ça. Je vais mettre. Donc, ceux qui auront la boule jaune comme ça. Allez, on va faire comme ça aussi. Prendre ça. La boule jaune-ci, ça veut dire que quand je mets, ça veut dire que ça, je mets comme ça, qu'il y a des équivalences. Donc en gros que c'est pas vendor lock. Donc ça c'est pas vendor lock. L'ALB, ça c'est quand même une fonctionnalité spécifique d'Amazon. Mais je pense que on doit avoir des répartitieurs de ça. Donc je dirais aussi que c'est pas trop vendor lock ça. Ça c'est bon. Après il y a quand même des règles de forwarding qui sont spécifiques. Mais voilà, je dirais que c'est pas trop vendor lock ça. Ensuite, Kubernetes. Non, attendez, ce qu'on va faire, on va plutôt le mettre sur les outils qui sont vendor lock. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Ensuite, Kubernetes. Donc, la chance que j'ai, c'est que mon application est déjà à Kubernetes et je n'ai pas utilisé les services d'un manager spécifique d'Amazon. Parce que EKS derrière, c'est du Kubernetes. Donc, ça, c'est pas Vanderlock. J'ai aussi utilisé Redis parce que si j'avais utilisé par exemple le service de cache d'Amazon qui s'appelle Valky, j'aurais peut-être eu des soucis. J'aurais dû peut-être devoir recoder l'application. Donc, ça, heureusement, il n'y a pas ce souci-là. Sur le stockage, le NAS avec l'UFS, ça, c'est un peu du Vanderlog, mais il y a des équivalents. Donc ça devrait pouvoir sortir. La base de données, ça reste quand même du base de données. Donc c'est du MySQL ou du PostgreSQL, je sais plus, je crois que c'est du MySQL. Ça doit, ouais, on peut dire que ça, c'est pas du Vendorlog, donc je pourrais trouver une autre alternative. Par contre, DataSync, ça c'est clairement du Vendorlog. Donc c'est un service que je ne suis pas sûr que je vais retrouver chez les autres cloud providers, notamment sur Scaleway. Donc après, je vais me renseigner, on va regarder ça. Donc ça, je pense que c'est Vendorlog. L'API Gateway, ça, clairement, c'est Vendorlock. Ça, c'est un service phare d'Amazon. La Lambda, j'ai un doute, mais on va dire que ça, pour le moment, c'est Vendorlock. Les buckets, ça, c'est Vendorlock. Et ça aussi, c'est Vendorlock. Donc en résumé, en résumé, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 services qui sont potentiellement des services que je ne vais pas retrouver sur Scaleway et pour lesquels je vais devoir peut-être faire du rewriting de code. Donc c'est ça qui va être assez intéressant. Donc voilà. Je précise aussi que sur ce cluster Kubernetes, il y a plusieurs applications. Mais je migre qu'une seule. Donc je suis obligé dans un premier temps d'avoir un cluster Kube. Par contre, si c'est juste une seule application qui tenait dans mon club, ça n'aurait pas été judicieux d'être sur Kubernetes. Et l'avantage aussi d'être sur Kubernetes, si j'avais par exemple utilisé ECS, ECS est clairement Vendorlock. Donc j'aurais peut-être eu plus de mal qu'avec Kubernetes, alors que là c'est la même chose. Attendez, on va plutôt les mettre en... Le vert ça sonne pas bien, on va mettre en rouge comme ça on voit bien que... Ouais, je vais mettre en rouge parce que c'est... Donc ça va être les points de vigilance qu'il va falloir traiter dans ma migration. Donc voilà, donc ça c'est une architecture qui est assez résiliente quand on est sur AWS, ça marche bien, je n'ai pratiquement jamais d'incident ou de problème de performance. Ah, j'ai oublié toute la partie monitoring. J'allais oublier ça et ça c'est super intéressant. Donc moi j'utilise le service CloudWatch. Voilà, ce qui est aussi clairement Vendorlock. Logs et métriques. Donc j'utilise aussi ce service là
Oh. Je vais faire comme ça et je vais faire ça. J'allais oublier en fait ce service-là. Donc CloudWatch, c'est le service d'Amazon pour la gestion des logs, les métriques, etc. Donc lui, il adresse en fait tous les logs de toutes mes applications. Donc en théorie, toutes mes applications, elles envoient des éléments là-dedans vers lui là. Donc je vais mettre ça en pointillé comme ça. Ensuite, le Cloud Lancer envoie aussi vers CloudWatch. Comment est-ce que je peux faire ça pour que ce soit DataSync, pareil, il envoie aussi ces logs là. Kubernetes, pareil, il envoie ces logs là. Attendez, on va, je vais essayer de faire un truc un peu plus clean comme ça. Voilà, ça va être plus. On va mettre ça en rouge. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc j'ai mon API Gateway qui pareil, lui aussi, il va. Donc CloudWatch, c'est vraiment une maille assez centrale de mon appli parce que c'est elle qui contient toutes les logs de mon application. Donc je vais mettre en vert comme ça. Hop. API Gateway envoie des logs là. La Lambda, bien sûr, elle envoie ces logs là. Et les accès concurrents au bucket, ils envoient des logs là. Bon, ça va pas être la priorité tout de suite, mais sur du long terme, il faudrait que j'ai ça en tête aussi. Donc je vais mettre ça en bleu. Voilà, comme ça. Donc je crois que j'ai rien oublié là. Donc ça, c'est pour dire qu'en fait, tous mes logs vont vers CloudWatch. Et ensuite là, j'utilise après le service de dashboard, CloudWatch Dashboard. Où es-tu? Donc ici après j'ai mes CloudWatch Dashboard. Pour mes dashboards, pour mes métriques. Ah, j'allais oublier. Et j'allais aussi oublier ça parce que... Donc là, et ensuite CloudWatch là, lui il va se baser sur ces métriques là pour faire des dashboards. Et selon mes dashboards, j'ai aussi des alarmes. Donc là aussi j'ai de l'alarme qui est aussi mise en place, qui me notifie quand il y a des seuils qui sont atteints. J'ai toute une partie alarme aussi qui est mise là. Donc vous voyez quand même que ça ne sera pas si simple que ça. Hein. Honnêtement, vous voyez la complexité qu'il peut y avoir. Parce que là, comme sur cette infra là, j'ai utilisé pas mal de services managés d'Amazon. Je me retrouve quand même avec pas mal de services qu'il va falloir trouver des moyens de gérer ça. Après, je ne connais pas bien Scaleway, donc je me dis... mais ça, c'est des outils qui sont clairement vendor lock. Donc si on recompte les outils vendor lock, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, même le load balancer là, on peut le mettre aussi en vendor lock, je pense. Même si, voilà. Donc ça, c'est l'architecture de l'infra qu'on a aujourd'hui sur AWS pour cette application là. On voit juste une petite application web comme ça, une petite application entre guillemets. Il y a quand même pas mal de services qui sont utilisés pour pouvoir délivrer, avoir quelque chose de résilient, de stable, de bien monitoré, de bien supervisé. Ça fait quand même un certain nombre de services et ça va être intéressant de voir comment on va réussir à migrer ça. Donc c'est terminé pour cette première partie sur la partie technique sur laquelle je vous ai présenté en fait l'architecture. Donc comme vous avez pu le voir quand même, j'utilise pas mal de services qui sont vendor lock, donc des services qui sont propres à Amazon qu'on ne retrouve pas ailleurs. En dehors de Kubernetes et peut-être le fait d'utiliser Redis et peut-être aussi le Route 53, le reste des services c'est pratiquement des services qui sont spécifiques à Amazon et qu'il va falloir que je trouve une solution. Qui vont peut-être m'obliger à devoir recoder mon application ou dégrader certaines performances de mon application. Donc, le fait déjà d'avoir refait toute l'architecture comme ça et d'avoir identifié les éléments qui vont
potentiellement poser problème. Ça permet déjà de me mettre dans le mood de pouvoir me dire comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des alternatives. Et ça pose beaucoup de problèmes de questions, quoi. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va être faisable? Moi, je pense que ça pourrait être faisable quand même, mais j'ai peur que, en gros, ça va se faire au prix d'une qualité, d'une résilience en fait qui va être négligeable. Et c'est ça l'avantage qu'aujourd'hui a AWS, ce qu'on appelle le moat, leur avantage compétitif. C'est le fait qu'aujourd'hui, les boîtes qui sont sur le cloud depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, qui sont sur Amazon, sorties de là, c'est un gros chantier. Donc là, vous voyez un peu déjà juste le schéma d'architecture que je vous ai montré pour une petite application web. Imaginez donc pour des grosses applications dans lesquelles il y a des centaines de services qui interagissent avec des tonnes de données qui sont là-dedans. Vous comprenez très vite que le sortir de là, c'est quand même assez complexe. Ça va être assez intéressant, donc c'est un challenge que je me suis mis et on va essayer de documenter tout ça. Et je précise que c'est la première fois que je fais une telle opération et je connais pas du tout Scaleway. Donc la prochaine vidéo qu'on va faire, on va essayer un peu de se connecter déjà à Scaleway. On va essayer de naviguer un peu sur l'interface de Scaleway pour essayer de voir les produits qu'ils ont, commencer déjà un peu à mettre en relation ça avec les services que j'ai sur Amazon, commencer à trouver des équivalents, voilà. Donc là on a vraiment la démarche que j'utilise quand je travaille sur des projets où on va pas à pas, on essaie de comprendre bien le projet, de dégrossir la chose avant de commencer à pianoter. Pour le moment je pianote pas, on est vraiment dans le métier d'art. Et ce que je vous ai montré là, c'est typiquement ce que fait un architecte dans une entreprise. Donc il y a des architectes, des solutions architectes, c'est leur rôle, c'est de faire ça, pouvoir identifier toutes les briques et ensuite analyser ce qu'il faut faire, les choix qu'il faudra faire d'architecture et ensuite pour pouvoir le filer à l'Ops. Donc dans cette vidéo, moi dans ce projet là, j'occupe en fait toutes les strates. Donc le chef de projet, l'architecte, il sera après plus tard le développeur ou le DevOps et ensuite le développeur qui va devoir s'il faut recoder des briques. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous montrer tout ça et voir jusqu'où on va arriver. Donc je vous remercie pour cette vidéo. Si vous trouvez vraiment la chaîne pertinente, si vous trouvez que cette vidéo, que cette chaîne vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à partager autour de vous et surtout liker, abonnez-vous. Ça me donne de l'énergie pour pouvoir continuer à publier ces vidéos-là qui demandent quand même, mine de rien, assez de temps. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'était un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.